Nelson Mandela était un homme à part. Il n'y a pas deux Mandela dans ce monde. Et je ne dirais pas qu'il a eu un parcours sans faute, mais c'est presque ça. Parce qu'il a su, dès les années 40, dès les années 50, mettre l'ANC sur la voie qui allait mener 50, 60 ans plus tard à la libération de l'Afrique du Sud. Et donc il fallait vraiment avoir une vision d'ensemble et une clairvoyance, une vision dès le départ pour voir ce que ça pouvait donner la lutte. Et bien sûr, il ne savait pas, quand on l'a mis en prison, il ne savait pas qu'il allait survivre sa prison, 27 ans de bagne, il faut rappeler, et sauter de l'autre côté pour amener l'Afrique du Sud jusqu'à la démocratie. Donc pour moi, personnellement, bon, je ne pourrais pas dire que je l'ai connu. Je l'ai rencontré deux ou trois reprises, c'est sûr. Et chaque fois qu'on rencontre un homme comme ça, on se rend compte que c'est un homme à part. À la fois sa présence, son humilité, sa vision des choses, sa mémoire aussi. Parce que quand il vous pose une question sur quelqu'un dans votre famille, 6 mois plus tard, il se rappelle de cette personne dans la famille et donc il demande mais comment un tel il va. Donc c'est vraiment, on est touché quand on rencontre Mandela, c'est quelqu'un à part, c'était quelqu'un à part et il n'y en a pas deux comme ça. Dès les années 70 et surtout pendant les années 80, il y a eu beaucoup de mobilisation de la part d'artistes. Enfin, là, je parle d'artistes entre musiciens, écrivains, plasticiens. Moi, j'étais impliqué surtout au niveau des artistes plasticiens parce que moi, je suis arrivé en France à la fin des années 80 et là, j'ai connu Ernest Pignonest qui avait déjà monté ce qu'il appelait le musée contre l'apartheid, qui était une grande collection d'œuvres d'artistes contemporains qui circulait partout dans le monde pour sensibiliser les opinions publiques à la réalité de l'apartheid, mais aussi pour dire que nous, les grands artistes, on soutient la lutte contre le régime en place. L'objectif de ce musée contre l'apartheid était d'être le noyau de musée d'art contemporain dans l'Afrique du Sud, post-apartheid, dans l'Afrique du Sud démocratique. Donc moi j'ai participé avec Pignonest et d'autres artistes aussi dans une campagne qu'on a menée à partir de 92-93 en France où là aussi on a sollicité des artistes plasticiens à donner des œuvres, à faire des coffrets, des sérigraphies, mettre des œuvres en vente aux enchères pour soutenir la campagne électorale de l'ANC. Parce que c'était la première fois que l'ANC se portait candidat, on pourrait dire, les premières élections démocratiques et non raciales en Afrique du Sud. Ils avaient besoin d'argent, ils avaient besoin de soutien moral et intellectuel de l'extérieur et c'est ça qu'on a essayé de leur porter. Déjà, je pense qu'il faut dire que ce n'est pas que lui, parce que lui, certainement, il incarnait l'ANC, mais il n'agissait pas, il n'agissait jamais comme individu en disant moi je veux. Tout était fait par consensus, par consultation avec l'ANC et même avec des instances démocratiques plus larges. Lui et l'ANC ont amené l'Afrique du Sud vers une situation de réconciliation. Et là aussi, il fallait avoir une vision de ça, parce que c'était inclus dans la Constitution, enfin disons, pendant les négociations pour les premières élections démocratiques en 1994, l'ANC a demandé qu'il y ait une instance pour réconcilier le pays, mais sans prononcer sur cette instance, une institution quelconque, ils ont dit que ce n'est que l'Afrique du Sud démocratique, le premier gouvernement démocratique, qui peut décider de quelle forme pourrait prendre ce qui est devenu le TRC, la Commission Vérité et Réconciliation. C'était décidé 2 ans après les élections, en 1996. Et là aussi, il fallait avoir une vision, parce qu'il fallait non pas demander une vengeance ou non pas demander forcément des réparations matérielles. Il fallait aller au-delà de ça et demander un pardon, demander, du côté de Bourreau, demander une amnistie pour qu'on puisse vivre avec une mémoire apaisée. Il savait dès le départ que ça ne pouvait pas, ce ne serait pas parfait, ça ne pouvait pas aboutir à une situation parfaitement harmonieuse en Afrique du Sud. Mais comme disait Desmond Tutu, qui était le président de la Commission Vérité et Réconciliation, tout le monde sera mécontent de notre résultat, mais c'est la meilleure solution qu'on a pu apporter au problème.
Et je pense que c'est très juste parce que forcément, il y a des gens qui ont des griefs toujours en Afrique du Sud. Il y a des bourreaux qui sont libres, qui se promènent libres, qui vont terminer le beau jour sous le soleil. Ça, c'est sûr. Mais au-delà de ça, le plus important, c'est que l'Afrique du Sud n'a pas été transformée en bain de sang, que c'est un pays démocratique où les gens vivent plus ou moins en harmonie, même si, bien sûr, il faut souligner, il y a toujours beaucoup de problèmes dans ce pays. Ce n'est pas du tout un paradis sur Terre. Dès les années 50, l'ANC disait qu'il ne luttait pas pour une Afrique du Sud avec un gouvernement noir, il luttait pour une Afrique du Sud dans laquelle tout le monde pouvait vivre en paix. Et Mandela disait tout le temps, blanc, noir, métis, indien. Donc, parce que je pense que c'est plus facile même de comprendre le système de l'apartheid si on le décrit plutôt comme un système fasciste avant d'être un système raciste. Et là, on comprend un petit peu mieux le rapport de force. Il y avait un gouvernement fasciste à la tête du pays, avec des forces démocratique dans toute la variété, dans toutes les dimensions différentes, qui luttaient contre ce système. Bien sûr, il y avait des radicaux noirs, il y avait des partis noirs radicaux, par exemple la Conscience Noire, qui à un certain moment a appelé pour justement une conscience du peuple noir contre les Blancs, mais non pas. C'était pas un défi pour lutter contre les Blancs en tant que peuple, c'était un défi pour lutter contre l'idéologie blanche qui dominait le pays. Donc il y a eu plusieurs courants dans leur position. L'ANC était le courant majoritaire, ça c'est sûr depuis le début, même sans exagérer. Et l'ANC a toujours dit on lutte pour un pays non racial, non sexiste et démocratique. Et je pense, juste pour terminer, le terme non racial est très important parce que souvent, quand on parle de l'Afrique du Sud et de la démocratie en Afrique du Sud, on parle de ce pays multiracial. C'est faux. Ce n'est pas un pays multiracial, c'est un pays non racial où justement la couleur de la peau ne compte pas. Ce n'est pas un assemblage de couleurs différentes, c'est un seul pays. Les mêmes défis que dans tout autre pays en voie de développement. C'est-à-dire que la lutte, c'est contre la mondialisation. La lutte, c'est contre les marchés internationaux de capitaux. C'est aussi simple et aussi complexe que ça. Certes, en Afrique du Sud, beaucoup de gens, en particulier les Noirs, en particulier les pauvres, sont sentis un petit peu dépossédés d'une victoire matérielle par la victoire politique de l'ANC. Mais la réalité des choses dans ce monde, et surtout au moment de la libération de Mandela, les négociations pour la démocratie en Afrique du Sud, c'est-à-dire le début des années 90, c'était le moment où le monde changeait. Le mur de Berlin venait de tomber, il n'y avait plus de superpuissances qui s'opposaient. Malheureusement, le socialisme n'était plus à l'ordre du jour dans un pays seul. Et donc, certes, l'ANC a choisi une voie qu'on pourrait appeler social-démocrate, mais avec des variants, parce que l'ANC qui est au pouvoir actuellement est un parti, je l'ai dit, avec trois têtes. Au fait, c'est ce qu'on appelle la triple alliance. Il y a l'ANC proprement dit, le Parti communiste sud-africain et le COSATU, c'est la Confédération des syndicats sud-africains. Donc, ça montre aussi qu'il y a une sorte de coalition, une confédération avec des courants différents, des idées différentes, qui veut dire que justement ce n'est pas une social-démocratie à l'occidental comme on pourrait imaginer, mais au même temps c'est un gouvernement démocratique avec les mêmes défis que tout autre pays en voie de développement. C'est-à-dire comment lutter contre les pressions des marchés internationaux, comment avoir une politique économique indépendante au sein de son propre pays et rester malheureusement en concurrence avec les biens qu'on produit et les services qu'on donne.